Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous projeter dans un monde à plus de 2 degrés de réchauffement climatique. Méga-feux, canicules toute l'année ou inondations dantesques. Les catastrophes naturelles se multiplient alors que le réchauffement climatique n'est que de 1,1 degré au-dessus des températures pré-industrielles. D'où cette question, à partir de 2 degrés, le climat risque-t-il de s'emballer ? Pour y répondre, nous recevons Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, chercheuse au CEA et à l'IPSL, coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC consacré aux bases physiques du changement climatique entre 2015 et 2023 et membre du Haut Conseil pour le climat. Bonjour Valérie. Bonjour. Première question, pour évaluer l'évolution des températures mondiales, vous utilisez, et le GIEC utilise les fameux SSP. Comment et par qui ces narratifs sont-ils construits et à quelle température nous conduisent-ils aujourd'hui ? Donc en fait, la communauté scientifique construit un ensemble de narratifs qui sont très contrastés, qu'on appelle les trajectoires socio-économiques partagées, qui en fait décrivent des choix de développement socio-économique complètement différents. Un curseur très fort sur la soutenabilité, la poursuite des tendances actuelles, ou bien des scénarios, par exemple, avec une activité économique qui s'appuie énormément sur l'utilisation d'énergies fossiles, et avec des narratifs contrastés aussi selon l'équité, donc des mondes parfois très contrastés, très inégaux, ou d'autres mondes où on éradique plus rapidement l'extrême pauvreté. Et chacun de ces narratifs socio-économiques peut être traduit aussi en un ensemble d'implications, notamment pour les émissions de gaz à effet de serre, de polluants, l'utilisation des terres. Et donc cette information, elle est utilisée pour la modélisation du climat. Et donc cela permet d'explorer, en fonction de ces différents narratifs, quelles seraient les évolutions attendues. Et d'autre part, des modèles de climat simplifiés sont aussi utilisés pour traduire les centaines de scénarios socio-économiques qui existent en leurs implications en termes de niveau de réchauffement planétaire. Et donc, pour résumer aujourd'hui, les trajectoires de très fortes émissions de gaz à effet de serre, type SSP 5.8.5, on considère qu'aujourd'hui, ils sont moins plausibles, on ne peut pas complètement les exclure, mais ils sont moins plausibles par les politiques publiques actuellement mises en œuvre, et puis aussi l'innovation technologique qui permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Et si on regarde les trajectoires qui ressemblent le plus aux politiques publiques actuellement mises en œuvre, donc en fait, l'extrapolation de cela sur quelques décennies, donc des émissions qui baissent dans les pays développés, qui continuent à monter dans les pays émergents, les pays en développement, c'est-à-dire qu'elles stagnent quelques décennies de plus au niveau planétaire, puis elles baissent lentement, notamment pour le dioxyde de carbone. Et ça implique de dépasser 1,5 degré de réchauffement planétaire, donc en moyenne sur 20 ans, la prochaine décennie, de dépasser 2 degrés au niveau planétaire autour de 2050 et d'être assez proche de 3 degrés, avec une incertitude assez large en fin de siècle. Et après, donc, les seules trajectoires qui permettent vraiment de limiter le réchauffement sous 2 degrés, c'est des trajectoires d'émissions qui baissent maintenant, fortement. Et donc, c'est les trajectoires en fait, socio-économiques qui mettent beaucoup plus le curseur sur la soutenabilité. Donc si je résume, les scénarios les plus positifs, ou en tout cas les scénarios dirigés vers les énergies renouvelables, table à peu près à 1,4 degré, c'est la meilleure estimation pour les plus positifs. Le scénario actuel, 2,7, et le scénario du pire, vous l'avez dit, peu crédible, mais le scénario du pire, 4,4. Et ça, à chaque fois, c'est des fourchettes, c'est-à-dire que ça peut être plus ou moins. C'est ça, moi je ne l'exprime pas de cette manière-là, c'est-à-dire qu'en fait, pour un scénario d'émission donnée, il y a une incertitude sur la réponse du climat. Et une avancée scientifique, c'est de ne pas simplement prendre le résultat de modèles de climat, mais de les contraindre par l'ensemble des connaissances qui permettent d'avoir une plage d'incertitude sur l'ensemble de la réponse du climat et par les observations. Et ça nous a permis quasiment de réduire d'un facteur 2 la barre d'erreur sur les conséquences d'un scénario donné en termes d'évolution de température. Mais moi, je ne formule pas les choses de cette manière-là. Je dirais, aujourd'hui, on ne peut pas exclure 4 degrés de réchauffement planétaire. Ça peut être, par exemple, pour un scénario intermédiaire, de type politique publique actuelle, quelque chose qui relèverait de la plage haute de la réponse du climat. Donc c'est une probabilité faible, mais on ne peut pas l'exclure. Même pour une trajectoire intermédiaire. Même chose, en fait, les trajectoires de très forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est mis en œuvre. On sait qu'il y a un potentiel technique,
qui pourrait permettre de diviser par 2 les émissions, avec 3 grands leviers d'action, pas seulement l'innovation technologique ou les renouvelables, mais avec aussi une dimension de maîtrise de la demande, d'efficacité, de sobriété, et enfin avec un ensemble de leviers d'action qui portent sur les écosystèmes, leur capacité à stocker du carbone. Donc il y a un potentiel technique, mais les financements ne sont pas à la hauteur des enjeux, et la déclinaison concrète en politique publique n'est pas à la hauteur des enjeux. Et donc vous disiez les scénarios les plus optimistes, moi je dirais non, les scénarios avec une action beaucoup plus ambitieuse ces années à venir. Quand on parle de plus 1,5, plus 2 degrés, c'est des moyennes mondiales qui prennent en compte à la fois la surface des océans et la surface des continents. Or, il y a 2 fois plus de surface d'océans, ce qui tire la moyenne vers le bas, parce que les océans se réchauffent moins vite. J'ai été sur l'atlas interactif du GIEC. Quand on regarde à plus 2 degrés, l'Europe, en juillet 2100, l'Europe centrale, c'est-à-dire la région de la France, elle se réchauffe à plus de 9 degrés en juillet 2100. Et quand on regarde l'Arctique, en janvier 2100, c'est plus 18 degrés à plus 2 degrés de réchauffement de moyenne mondiale. Ça veut dire que ces chiffres-là, moyennisés, ils cachent un peu la réalité et la violence du réchauffement climatique ici sur les continents. Oui, et souvent les gens se demandent qu'est-ce que ça représente un demi-degré de plus ou de moins. Et vraiment, les connaissances, elles se sont affinées. Donc d'abord, c'est intéressant, l'indicateur niveau de réchauffement planétaire, c'est un indicateur assez simple. Et en fait, ça reflète l'état du bilan d'énergie de la Terre. Et c'est un indicateur pertinent pour pas mal d'impacts, notamment en surface des océans et puis en surface des continents. Mais effectivement, donc, pour un niveau planétaire de réchauffement donné, le réchauffement est plus prononcé au-dessus des continents que la moyenne planétaire. Il est plus prononcé pour les extrêmes chauds, notamment en été au-dessus des continents, encore plus. Et puis, il est amplifié d'un facteur qui peut être 3 à 4 du côté de l'Arctique. Et donc, ce qui est important, et je pense que ça fait partie des enjeux de littératie climatique, donc c'est-à-dire de comprendre les causes, les conséquences, les implications. Il y a tout ce vocabulaire qui est nécessaire d'acquérir. C'est important de comprendre ce qu'un monde 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés plus chaud veut dire sur l'évolution des risques, en fait, des facteurs climatiques générateurs d'impact à différents horizons temporels et dans chaque région du monde. Effectivement, l'Atlas interactif, il permet de rendre accessible cette information-là, mais il ne reflète que finalement une sorte d'information médiane. Et on peut aussi, pour un niveau de scénario, un niveau de réchauffement donné, regarder quelles pourraient être finalement les éventualités dont la probabilité d'occurrence n'est pas connue ou faible, et qui correspondraient au risque maximum. Et c'est important de le regarder pour s'y préparer aussi. L'accord de Paris prévoit à ce que les émissions limite les émissions à 2 degrés, bien en dessous de 2 degrés, et si possible 1,5 degré. Pourquoi ces chiffres-là? Est-ce qu'ils ont une réalité scientifique ou est-ce que c'est comme le traité de Maastricht, on a mis 3% sur un coin de table? Est-ce qu'il y a une réalité scientifique derrière ces chiffres? Donc en fait, au moment de la rédaction de l'accord de Paris sur le climat, les représentants de tous les pays se sont appuyés sur l'état des connaissances disponibles en 2014. Donc c'était le 5e cycle d'évaluation du GIEC qui montrait en fonction du niveau de réchauffement planétaire un certain nombre de risques graves. Et je pense que c'est ça que les représentants des pays ont considéré. Donc les futurs qui seraient ingérables et pas du tout souhaitables. Et donc je pense que les choses qui ont été prises en compte à l'époque, c'était les risques de perte irréversible de biodiversité, la vitesse, l'ampleur de montée du niveau de la mer. C'était aussi les risques pour l'approvisionnement en eau, les risques pour la santé, les risques pour la sécurité alimentaire. Mais à l'époque, en fait, on avait assez peu d'éléments sur la différence qu'impliquerait un demi-degré de plus ou de moins. Et donc, comme les pays, par exemple, les plus vulnérables, notamment les petites îles en développement, eux considéraient que 2 degrés, pour eux, étaient extrêmement dangereux et posaient même des questions d'habitabilité. Donc, sur la base des connaissances de l'époque, en termes de risque de retrait du trait de côte, en termes de perte de récifs de coraux ou d'autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, il y a eu, au moment de la COP21, une invitation au GIEC à faire un rapport spécial sur 1,5 degré pour apporter des connaissances plus fines. Et là, le constat, il est très clair. Chaque dixième, chaque demi-degré de plus, ça exacerbe un ensemble de risques majeurs, y compris par les extrêmes chauds, les pluies extrêmes, ou bien l'occurrence de sécheresse agricole, et que chaque région du monde est concernée, à la fois immédiatement, mais aussi par rapport, en fonction de l'ampleur du réchauffement, ce que ça va déclencher comme conséquence irréversible à long terme. Par exemple,
On sait dès aujourd'hui qu'on a acté quasiment 1 mètre de montée du niveau de la mer par les émissions à ce jour, le réchauffement à ce jour, l'ajustement des glaciers, de l'océan profond, du Groenland et de l'Antarctique, qui va se décliner sur des dizaines et des centaines d'années. Par contre, plus on va émettre de gaz à effet de serre, donc en fonction du pic de réchauffement à venir dans les prochaines décennies, et en fonction d'éventuelles instabilités, notamment de l'Antarctique, eh bien, ce mètre de niveau de la mer, on peut l'atteindre avant même la fin de ce siècle. Et c'est une information qui est extrêmement importante, d'arriver à comprendre pourquoi on a besoin de baisser fortement les émissions maintenant, pour limiter le réchauffement dans des plages qui permettront de conserver l'habitabilité, par exemple, de certaines régions, notamment pour les littoraux. Quand on regarde notamment dans le groupe 2 du rapport du GIEC, le rapport du groupe 2 du GIEC, on voit des burning numbers, c'est-à-dire des graphiques, des barres, et on voit qu'à partir de 1,5 et surtout 2 degrés, les risques sont très élevés sur à peu près tous les sujets. Ça veut dire qu'à partir de 2 degrés, on a un climat qui devient ingérable ? En fait, la question sur ce qui est ingérable, il faut la regarder de différentes perspectives. Par exemple, pour les récifs de coraux tropicaux dès aujourd'hui, des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, ça contribue à des phénomènes de blanchiment plus sévères, plus fréquents, et une perte de diversité biologique dès maintenant. Et ça s'accentue, et c'est déjà très élevé pour un monde d'1,5 degré plus chaud. Donc, en fait, en fonction de la perspective, c'est-à-dire l'écosystème, les plus fragiles, les sociétés humaines, les plus fragiles, la question, elle se regarde de différentes perspectives. Dans le rapport du groupe 2 du GIEC, ce qui est pris en compte, c'est en fonction du niveau de réchauffement planétaire, ce qu'on sait des facteurs climatiques générateurs d'impact, donc les effets chroniques, les effets aigus avec les événements extrêmes, comment ça interagit avec l'exposition à ces aléas, avec les vulnérabilités, et c'est ça qui permet d'évaluer un niveau de risque qui peut être indétectable, modéré, sévère. C'est là où on passe dans ces cendres rougeoyantes d'une couleur jaune à une couleur rouge, qui communiquent le sens de danger. Mais ce que ce rapport du GIEC montre aussi, c'est que dans beaucoup de cas, l'ampleur du risque, elle ne dépend pas que du niveau de réchauffement planétaire, elle dépend aussi des choix de développement. Et justement, les narratifs dont je parlais tout à l'heure, les trajectoires socio-économiques partagées, elles permettent aussi de voir à quel point les choix qui sont faits, socio-économiques, peuvent limiter les risques ou au contraire les exacerber. Par exemple, pour la sécurité alimentaire. L'humanité a ouvert les portes de l'enfer, c'est ce que déclarait Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à la tribune des Nations Unies il y a quelques jours. Pourquoi un diplomate aussi exposé se permet-il de dire cela ? À quel point la situation est grave ? Donc, en fait, ce que l'on voit, c'est une aggravation dès maintenant des pertes et des dommages dus aux conséquences d'un climat qui change, donc du fait des activités humaines, dans toutes les régions du monde. Donc, si on prend ne serait-ce que le vivant, la moitié des espèces étudiées se déplacent. On a des changements dans le rythme saisonnier. On est maintenant le 11 octobre à Paris, on a quasiment 30 degrés. On voit bien que ça affecte tout le vivant partout. Et on a également des mortalités de masse. Donc, par exemple, les coraux, les gorgones. On a une baisse du potentiel de prise de pêche dans les tropiques. Et en France, une forte augmentation de la mortalité d'arbres avec des conditions plus chaudes et plus sèches. C'est juste une illustration de l'effet qu'on porte sur le vivant. Et en termes d'activité humaine, donc on a des situations où on a des pénuries d'eau qui sont aggravées par un climat qui se réchauffe. On l'a vu en 2022 en France, des ruptures d'approvisionnement en eau, une situation atroce à Mayotte actuellement. Et parce qu'un climat plus chaud, ça vide encore plus vite les réservoirs, ça augmente les besoins en eau pour la santé, pour l'irrigation. Donc là, on touche à des choses qui sont vraiment extrêmement importantes, de sécurité en eau. On voit que ça entraîne des pertes de rendement agricole dans certains contextes. Donc ça sape en fait la sécurité alimentaire, alors qu'il y a 2 milliards de personnes en plus qu'on va nourrir dans les prochaines décennies. On a des impacts qui s'aggravent pour la santé également, la morbidité, la mortalité avec les vagues de chaleur, mais également lorsque les personnes sont déplacées, notamment en cas d'incendie ou d'inondation. 30 millions de personnes l'année dernière au Pakistan, par exemple, 40 000 en France avec les incendies, des écoles actuellement fermées aux Canaries, chaleur extrême. Donc des effets sur l'accès à l'éducation, des effets sur l'accès au système de santé, des effets de santé mentale lors des déplacements qui sont importants, une augmentation des déserts propices pour les vecteurs de maladies, moustiques tigres et ce que ça transmet, ou bien les tiques et leurs bactéries. Ce sont juste 2 exemples. Et donc on voit qu'on touche à des aspects critiques, santé, approvisionnement en eau, sécurité alimentaire et sécurité des lieux de vie. Et
pour cet aspect-là, ce qui est vraiment très net, c'est que dans beaucoup de villes, les infrastructures qui ont été pensées, conçues, mises en place, bien sûr, elles n'ont pas intégré le climat qui change et elles ne sont pas adaptées. Donc les villes amplifient les effets d'îlots de chaleur, donc les événements chauds par les îlots de chaleur. On a également donc l'urbanisation qui amplifie le ruissellement de pluie plus intense dopé par un climat plus chaud. Donc on voit qu'en fait, on a parfois des facteurs qui s'ajoutent finalement pour augmenter la gravité des conséquences. Moi, je souligne qu'aux États-Unis, les assureurs privés ont cessé d'assurer les risques liés aux feux de forêt ou aux inondations. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Quand on n'a plus de système de mutualisation de risques, dans ce cas-là, on est devant une situation qui ne va faire qu'exacerber les inégalités lorsque les gens sont touchés par ces conséquences d'un climat qui se réchauffe. Et puis, on ne voit que le début des effets de la montée du niveau de la mer qui accélère. Et donc, des inondations chroniques à marée haute plus fréquentes, des records de niveau marin qui augmentent lorsqu'une tempête se superpose à la montée graduelle. Et puis, on va avoir ça de plus en plus fréquemment, de l'érosion du littoral. Et pour l'instant, on n'est pas du tout, en fait, sur une réponse à la hauteur de ces enjeux-là. Et donc, pour moi, vraiment, les rapports du GIEC, ils soulignent la gravité de la situation actuelle. Et quand on regarde les évolutions futures, les risques qui augmentent avec le niveau de réchauffement, ça montre aussi qu'il y a des futurs qui seront très difficiles à gérer. Moi, j'appelle ça insupportable, en fait, notamment par rapport à ce que ça va entraîner comme perte d'écosystèmes, de biodiversité, ou à quel point ça va toucher les personnes les plus fragiles. Là, quand on regarde les événements récents, on a vu des inondations au Pakistan, à New York, en Grèce, des incendies en Australie, au Canada, en Sibérie, 44 degrés en France, 47 en Sicile. 46 en France, on a eu en 2019, en juin. 46 en France, c'est vrai. 52 en Chine, 54 aux États-Unis. Alors ça, c'est un monde dans lequel on est à plus 1,09 dans la dernière décennie. 1,15 maintenant. Mais entre 2011 et 2020 dans le rapport. Mais si on réactualise jusqu'à 2022, on est à 1,15 de réchauffement planétaire. Et donc, à un monde à plus de degrés, ça ressemble à quoi ? En fait, moi, je le prends dans l'autre sens. C'est-à-dire, par exemple, si on prend en France, l'année 2022, c'est l'année la plus chaude enregistrée. Donc, climat mondial, 1,15 degrés de réchauffement. En France, 1,9 en moyenne. Et l'année 2022, on était déjà, en fait, à quasiment 3 degrés de plus en France que le climat pré-industriel. Eh bien, c'est un avant-goût de ce que serait un monde 2 degrés plus chaud. Au niveau planétaire, si on a 2 degrés de plus, ça veut dire que l'année moyenne en France ressemblerait en température moyenne à l'année 2022. Donc, je vous laisse imaginer les records d'un climat de 2050 dans ces conditions-là. Et c'est de cette manière-là, je pense, qu'on peut donner sens à ces événements récents. Donc, d'abord, on sait que des événements à 45-50 degrés auraient été hautement implausibles si on n'avait pas dopé le climat en rajoutant des gaz à effet de serre. On arrive à discerner à quel point ça augmente l'intensité ou la fréquence de ce type d'événement. Et donc, dans chaque région, lorsqu'ils se produisent, ça donne un avant-goût finalement de ce que seront des caractéristiques qui vont être de plus en plus récurrentes, de plus en plus fréquentes, et puis de nouveaux records à venir. Et ce que ça montre partout, les vagues de chaleur marine, la chaleur extrême sur les continents, c'est qu'on n'y est pas prêt. Donc ça pose des questions d'adaptation beaucoup plus transformatrices, où on utilise les connaissances sur les évolutions à venir, 50 degrés à Paris par exemple, pour se préparer, faire en sorte que les infrastructures critiques fonctionnent, protéger les plus fragiles, adapter la manière dont on gère en fait l'urbanisation, le confort thermique des bâtiments, les rythmes scolaires même. Donc on n'y est pas en fait à ces transformations-là. Et c'est en ce sens, je pense qu'on a besoin d'utiliser ce retour d'expérience d'événements déjà difficiles à gérer. Et pour moi, ça doit être aussi une très forte motivation pour se rendre compte de l'importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter finalement une sorte d'escalade de gestion de crise après crise. Et sur les événements récents, ce que ça montre aussi, par exemple au Canada, en un seul été, le fait que les arbres brûlent a rejeté dans l'atmosphère plus de CO2 qui était avant stocké dans les arbres que ce que les Canadiens eux-mêmes émettent en 2 ans. Et donc, ça montre aussi qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier des services que nous rendent les écosystèmes, les îlots de fraîcheur dans les villes, les zones humides, le littoral, les écosystèmes qui limitent l'érosion, ou bien les forêts qui stockent du carbone ou l'océan. Et en fait, plus le climat changera vite, plus on risque de perdre ces services des écosystèmes. Et donc, c'est quelque chose qui devrait motiver à limiter au maximum le réchauffement
pour avoir simplement un portfolio aussi de capacités de réponse plus large. Quels sont, vous, les phénomènes qui vous préoccupent le plus ? Alors, en fait, c'est pas vraiment les phénomènes, mais des choses qui m'ont surprise. Donc, dans la société, souvent, les gens réagissent simplement sur des données sur un temps très court. Et donc, lorsque on a la variabilité naturelle qui se superpose aux tendances dues à l'influence humaine, parfois ça va dans le sens inverse et les gens se disent « Oh, tout va bien, il n'y a plus de réchauffement », alors qu'en fait, l'accumulation de chaleur se poursuit. Et puis, quand ça joue dans le même sens, par exemple, cette année, on a des températures planétaires records, juin, juillet, août, septembre, et avec un événement El Niño qui démarre, on sait qu'on va avoir des nouveaux records dans les mois à venir. Parfois, certains se disent c'est hors de contrôle. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une perception qui ne soit pas que centrée sur ce qui se passe d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, mais bien comprendre ces tendances lentes et la marge de manœuvre que l'on a. Et dans les éléments qui m'ont le plus surpris, c'est le recul majeur de la banquise près de l'Antarctique, parce que c'est associé à une incertitude qui reste très importante. On a besoin de mieux comprendre. Et ce qui s'est passé ces 2 dernières années était assez spectaculaire, et avec notamment des échecs de reproduction de certaines colonies de manchots empereurs, où on voit en fait l'effet direct sur une vie, des formes de vie extrêmement rares, et que même dans le cadre du traité de l'Antarctique, on s'est engagé à préserver. Si on n'arrive pas à limiter le réchauffement planétaire, on ne pourra pas préserver ces autres formes de vie précieuses. Oui, là-dessus, sur les reculs de la banquise en Antarctique, il y a beaucoup d'incertitudes et ça a fluctué, il y a eu des reflux. Mais sur l'Arctique aussi, le recul de la banquise est beaucoup plus sévère qu'attendu. C'est des phénomènes qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'arrivait pas à bien comprendre. Moi, je ne dirais pas comme ça. C'est-à-dire que du côté de la banquise arctique, il y a eu des moments où ça s'est reculé plus rapidement que dans les projections, mais c'est justement souvent parce que la variabilité naturelle joue dans le même sens. Là, les choses qui ont émergé du côté de la banquise arctique, en s'inscrivant à partir des observations, c'est l'anticipation qu'on aura des années avec un océan arctique quasiment libre de glace. Même dans les scénarios où on réduit massivement les émissions de gaz à effet de serre, ce sera très difficile à éviter. À partir des années 2030. Et ça peut se produire entre 2030 et 2050, avec une large incertitude sur le moment où la première fois ça se produira. Mais pour moi, il n'y a pas eu de surprise majeure du côté de l'Arctique. Du côté de l'Antarctique, les modèles de climat anticipaient un recul de la banquise. On voyait plutôt une légère augmentation. On se posait la question du rôle du trou de la couche d'ozone, des influences contraires avec l'augmentation des gaz à effet de serre. Et puis là, brutalement, en quelques années, un changement de tendance. C'est pour ça que pour moi, c'est plus une surprise. Et avec beaucoup de dispersion dans les résultats des modèles de climat du côté de l'Antarctique, du coup, une bien plus grande incertitude. Dans le cas du scénario SSP 4.5, donc c'est les tendances actuelles. Le plus proche de ça. Le plus proche, donc environ 2,7, même si vous aviez dit que c'est pas comme Moi, ça qu'il faut... faut... Moi, je dis entre 2,5 degrés et 3 degrés en fin de siècle, avec une grosse incertitude sur la réponse, notamment des puits de carbone en plus. Il y a une étude de Mora et ses collègues qui a été reprise dans le rapport du deuxième... Enfin, le rapport du groupe 2 du GIEC qui dit que plus de 53% de la population mondiale vivra en 2100 dans des zones où on pourra mourir de chaud. Est-ce que même à 2 degrés, il y a des régions qui vont... Alors ça ne veut pas dire forcément qu'on va mourir dans ces zones-là. Non, mais ça c'est vrai. Et déjà aujourd'hui dans le monde, notamment dans certaines régions tropicales et au Proche-Orient, on a des conditions de chaleur extrême et d'humidité qui rendent une activité physique en extérieur létale. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des plages entières dans la journée. On ne peut pas avoir d'activité physique en extérieur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines par an. Et ça affecte, par exemple, la capacité de travail. Pour les gens qui sont payés à la tâche, par exemple les salariés agricoles, bien dans le secteur du bâtiment, c'est des contraintes très lourdes sur les revenus et l'activité qui peut être dangereuse. Et même en France, au mois de septembre dernier, qu'une vague de chaleur donc tardive, on a eu des personnes qui sont mortes en faisant la vendange en Champagne avec ces conditions de chaleur qui n'étaient pas habituelles. Donc c'est déjà le cas aujourd'hui. On en a parlé au moment de la construction de stades au Qatar, par exemple, mais c'est aussi le cas en Inde pour beaucoup de récoltes. Et donc du coup, plus le curseur monte au niveau planétaire, plus en fait le nombre de jours par an de ces conditions dangereuses pour les limites physiologiques humaines augmente, et pas seulement dans les régions tropicales, mais s'élargissent à d'autres latitudes. Et plus largement, en fait, plus le niveau de réchauffement planétaire monte, pas simplement des conditions aussi extrêmes, mais l'augmentation des vagues de chaleur à nos latitudes, elles augmentent en fait les risques pour les personnes fragiles,
notamment âgés, de morbidité, de surmortalité à la chaleur. Mais ça ne dépend pas que du niveau de réchauffement planétaire, ça dépend aussi du confort thermique des bâtiments, des espaces de repos plus frais, des îlots de fraîcheur dans les villes, de l'accès au système de soins. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste. C'est-à-dire, on a une marge de manœuvre, même pour un niveau de réchauffement donné, pour agir au maximum, de sorte à limiter les risques pour les plus vulnérables. Quand on regarde l'ensemble des phénomènes, on parlait là des chaleurs extrêmes, vous parliez tout à l'heure des prises maximales de pêche, c'est-à-dire par exemple, notamment dans les régions intertropicales, on va avoir des régions où il va y avoir moins 30, moins 40% de capacité à pêcher des poissons. À pêcher de manière soutenable, c'est-à-dire en s'assurant du renouvellement des stocks. Quand on regarde aussi la chaleur, évidemment, elle impacte l'élevage, donc une plus grande difficulté à avoir de l'élevage, notamment dans les régions intertropicales. L'aquaculture aussi. L'aquaculture, les rendements. Est-ce qu'il y a des régions qui vont être particulièrement frappées justement par le changement climatique ? On parle parfois de hotspots. Est-ce qu'il y a des régions particulièrement frappées ? Oui, et donc une des premières régions particulièrement frappées, c'est l'ensemble des continents dans les tropiques, avec des contrastes selon les continents. Par exemple, une aridification du côté de l'Amazonie. Cette année, une sécheresse incroyable qui touche l'Amazonie, qui est symptomatique de cette tendance de long terme. Donc dans ces régions tropicales, Amérique du Sud, Afrique, Asie, donc ce à quoi on s'attend, c'est notamment des effets négatifs sur un certain nombre de rendements agricoles, rendements d'élevage, avec aussi des populations qui sont particulièrement vulnérables, très exposées. Et donc c'est un des hotspots du réchauffement. L'autre, c'est le pourtour de la Méditerranée, avec un ensemble de risques composites. Par exemple, le risque d'incendie de forêt, qui augmente fortement entre maintenant et un monde d'1,5 degré plus chaud. Le risque, en fait, à la fois de sécheresse et chaleur intense. Et puis, un ensemble de risques d'inondation par augmentation des pluies extrêmes, ruissellement, montée du niveau de la mer. Et avec des contrastes, bien sûr, tout autour de la Méditerranée. Et notamment des risques importants sur l'approvisionnement en eau. Donc ça fait partie des hotspots, comme les régions de montagne, comme l'Arctique, comme toutes les zones de basse terre et les grands deltas agricoles, du fait de la montée du niveau de la mer, et tout particulièrement les petites îles en développement, où là, en fait, l'effet du changement climatique, c'est pas simplement les risques physiques, on va dire, mais c'est par exemple la dégradation des récifs de coraux qui vont affecter les activités locales de pêche, les ressources qu'on peut tirer du tourisme, la protection du littoral, sont des endroits aussi où il n'y a pas beaucoup de stockage d'eau, il n'y a pas beaucoup de nappes phréatiques, donc beaucoup plus vulnérables au risque de sécheresse, et avec des questions d'habitabilité et de pertes et dommages considérables. Justement, vous parliez des deltas. Je prends un exemple, le delta du Nil. Il va y avoir dans les années 2050 plus de 100 millions de personnes qui dépendent de la nourriture qui est produite dans le delta du Nil. Si on regarde le delta du Bengale, le delta du Gange et du Brahmapoutre, ou du Mékong, c'est la même chose. Ou Mékong, c'est pareil. C'est des zones extrêmement peuplées et les populations dépendent énormément de la nourriture qui est produite. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ces zones deltaïques ? À quel point elles vont être affectées par la salinisation, par la montée des eaux ? Donc effectivement, ça fait partie des zones qui sont particulièrement exposées. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, à l'époque, le Vietnam, donc avec le delta notamment du Mékong, avait demandé à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne à bras-le-corps, comme un enjeu de sécurité, la question de la montée du niveau de la mer. Et plus largement, quand on regarde la montée du niveau de la mer, donc c'était 20 cm depuis 1900, ça a accéléré depuis les années 90, notamment du fait d'une perte croissante de masse du Groenland et de l'Antarctique, x4. Donc c'est maintenant presque 4 mm par an. Donc comment ça se manifeste ? Ça se manifeste d'abord dans les zones qui s'enfoncent. Il y a des zones qui s'enfoncent parce qu'on a prélevé l'eau sous la surface par le poids de l'aménagement urbain. À Bangkok, dans ces... Ouais, ou du côté de la Nouvelle-Orléans ou ailleurs, en Floride. Et donc dans ces régions, on voit déjà en fait une augmentation des inondations chroniques à marée haute. Ensuite, on a une augmentation des événements de submersion lorsqu'une tempête arrive et fait une surcote. On a 20 cm de plus qu'il y a un siècle, donc le record est plus élevé. On a une augmentation des inondations composites, c'est-à-dire la même tempête, elle peut donner lieu à une submersion, de l'eau de mer qui arrive, et elle peut donner lieu à des pluies plus intenses, 7% de plus par degré de réchauffement sur le continent, avec une vraie difficulté à se protéger de l'eau de mer et évacuer l'eau de pluie. Donc ça, c'est un nouveau type de risque, finalement, d'inondation, particulièrement complexe à gérer. Ensuite, donc ça entraîne aussi une érosion de côtes sableuses,
cette montée graduelle du niveau de la mer. Ça entraîne des intrusions d'eau salée, et notamment lorsqu'on pompe beaucoup dans les aquifères terrestres, ça favorise ces entrées d'eau salée. Donc c'est pas simplement la montée du niveau de la mer, c'est aussi la manière localement dont on gère l'eau, avec des techniques qui peuvent permettre d'essayer de bloquer un peu cette intrusion. Et puis de l'eau salée qui remonte dans les estuaires, dans les deltas, et après qui peut saper par exemple la santé des sols, les rendements agricoles, ou demander de faire évoluer les pratiques agricoles. Actuellement, par exemple, à la Nouvelle-Orléans, on a de l'eau salée qui rentre dans le système d'approvisionnement de la ville. Et ça sape aussi en fait les tuyaux, les infrastructures. Et puis ça pose des questions de santé, de potabilité. Et du coup, est-ce qu'on a une idée? Est-ce que ces deltas vont disparaître? Est-ce qu'ils vont être impropres à la culture céréalière, enfin à tout type de culture? En fait, c'est multiple. Ça va vraiment dépendre du delta et des options de réponse qui seront déployées localement. Ça va vraiment dépendre en fait des mouvements de sédiments localement qui peuvent parfois en fait masquer un peu l'effet de la montée du niveau de la mer ou au contraire les accentuer. Ça dépend aussi des actions qui sont mises en place pour l'aménagement du littoral dans ces zones de delta. Certains écosystèmes côtiers d'ailleurs peuvent avoir une fonction de protéger de l'érosion du littoral. Et on peut avoir certaines infrastructures en dur, ce qu'on souvent les gens ont envie d'avoir, des digues, des ouvrages de protection, qui se révèlent être finalement des mauvaises réponses, notamment parce que quand on les met en place, ça donne un faux sentiment de sécurité, mais on va détruire souvent des écosystèmes, donc perdre leur service. On va avoir tendance à concentrer des infrastructures, des personnes derrière ces ouvrages de protection, mais tous, en fait, ils ont une limite en termes de capacité à réduire les risques. Et si la limite est dépassée, dans ce cas-là, en fait, les dommages sont encore plus dévastateurs. Et donc, c'est des questions qui sont considérables et qui se posent dans toutes les zones de delta, avec des réponses immédiates qui peuvent être de mettre des infrastructures flottantes plutôt qu'en dur, avec de mettre en protection surélevée les infrastructures du littoral, des recherches qui sont faites pour avoir des cultures adaptées à des sols ou de l'eau un peu plus saumâtres, voire basculer sur de l'aquaculture plutôt que des cultures végétales, par exemple. Et puis ensuite, il y a aussi la question du repli planifié, compliqué. Donc, par exemple, Jakarta fait partie des villes qui sont en train d'être déplacées. Et donc, du coup, c'est aussi une artificialisation plus grande dans d'autres secteurs. Et ça pose des questions complexes de gouvernance, de prise de décision, avec des questions aussi d'équité, c'est-à-dire qui bénéficie et qui bénéficie moins de ce type d'approche. Oui, Jakarta, qui est une ville qui fait des dizaines de millions d'habitants, je ne sais pas le chiffre exact en tête. Mais qui est plus exposée parce qu'elle s'enfonce localement. La capitale va être déplacée au milieu de Bornéo. Mais vous le disiez tout à l'heure, les ouvrages comme ça, c'est des ouvrages quand même qui se comptent en centaines de millions, voire des milliards d'euros. Je prends l'exemple de Venise, la barrière Mosée, ça se compte en milliards d'euros. Alors, elle avait été pensée dans les années 90. Elle a été prévue pour quelques milliards d'euros. Le budget actuel, je crois, était à peu près 3 ou 4 fois le budget initialement prévu, de l'ordre de 14 milliards d'euros, il me semble. C'était prévu pour se déployer un peu plus tôt. Ça a été le cas seulement à partir de 2020. Et ce qui s'est produit, c'est que c'était prévu pour se fermer seulement 2 fois par an, lors des épisodes de niveau marin élevé. Ça a été fermé quasiment 50 fois, je crois, depuis 2020. Et les personnes qui ont conçu ce dispositif, qui vise à limiter les situations d'inondation chronique à marée haute, sont très conscients de la limite de l'exercice, parce qu'en fait, si on ferme ces barrières qui se lèvent, on empêche l'eau de la mer Méditerranée d'entrer dans la lagune. Du coup, la lagune n'a plus d'oxygène, s'asphyxie, et on ne peut pas non plus évacuer parfois les eaux usées ou d'autres aspects. Et donc, c'est une sorte de compromis à trouver. Et les scientifiques qui ont conçu les ouvrages de protection, maintenant, insistent lourdement en disant c'est maintenant qu'on doit commencer à réfléchir à la suite, parce que cet ouvrage a été pensé pour limiter les risques entre maintenant et 2050. Donc, au-delà de 2050, ce sera plus adapté, et il faut dès maintenant commencer à réfléchir à la suite. Donc, on voit en fait le fait que la réponse face à la montée du niveau de la mer, ça demande une planification à très long terme. Les 2 seules choses qui empêchent les risques, c'est de ne pas construire dans les zones qui seront soumises aux risques littoraux et le repli planifié. Le reste ne fait que gagner un peu de temps.
Il y a une question qui est vitale, c'est celle de l'eau. Est-ce qu'on sait comment vont évoluer, alors il y a des graphiques en ce sens dans les rapports du GIEC, le débit des différents fleuves, des grands fleuves mondiaux? C'est une question qui est aussi contrastée parce qu'il va y avoir des régions où il va plus pleuvoir, des fleuves qui dépendent plus de la fonte des glaces. Est-ce qu'on a une idée justement de l'impact sur les fleuves? On a un certain nombre de caractéristiques. Donc, notamment à nos latitudes, en été, on s'attend à une baisse du débit des fleuves. Notamment avec une augmentation de l'évaporation, de la transpiration et une température des fleuves qui augmente également. Les cours d'eau qui sont alimentés pendant la saison sèche par la fonte des glaciers ou de l'enneigement, il y aura en fait au départ une sorte de pic d'eau quand ça fond au maximum, puis ensuite quand les glaciers se sont retirés, beaucoup moins d'eau, notamment pendant les saisons d'été ou les saisons sèches. Et ça, en fait, il y a à peu près 2 milliards de personnes, 2/3 des zones irriguées qui en dépendent. Et ça veut dire que dans la manière d'anticiper la gestion de l'eau, il faut anticiper une ressource moins disponible. Ça veut dire qu'il faudra jouer sur la demande, en fait. On ne va pas pouvoir, quelle que soit l'innovation technologique qu'on envisage, créer des ressources en eau supplémentaires. On pourra réutiliser, mais pas en rajouter. Et puis, selon les régions, on va avoir des risques d'augmentation de pluies moyennes, de pluies extrêmes, contrastés, plutôt une tendance à la hausse au nord de l'Europe. Dans les régions du sud de l'Europe, plutôt une augmentation des épisodes de ruissellement rapide liés à des pluies extrêmes. Dans les régions de mousson, donc les moussons, elles ont tendance à être asséchées lorsqu'on met des particules de pollution et au contraire à être humidifiées lorsqu'il y a davantage de gaz à effet de serre. Donc une incertitude assez grande sur les évolutions à venir dans les prochaines décennies, mais une augmentation du risque de pluie extrême dans certaines régions de mousson, ce qu'on voit déjà. Est-ce qu'il y a par exemple des fleuves où on se dit le débit va être réduit de manière très très impressionnante? Oui, en fait, notamment dans les régions qui vont être soumises à une aridification. Donc c'est le cas notamment dans les régions de climat méditerranéen, où dans un climat qui se réchauffe, on a une baisse en fait de la pluviométrie annuelle, moins d'humidité dans les sols également, et ça concerne des régions du côté notamment de la Californie, de l'Amérique centrale, de l'Amazonie, l'Afrique du Sud, le tour de la Méditerranée, certaines régions d'Asie ou d'Australie. Et mais l'évolution du débit dans les cours d'eau ne dépend pas que du cycle de l'eau, on va dire, dans l'atmosphère. Ça dépend aussi profondément de l'utilisation de l'eau qui en est faite par les activités humaines et notamment par le recours à l'irrigation, qui joue un rôle majeur en fait dans la disponibilité en eau, notamment pendant les périodes sèches. Alors tous les sujets. Donc en fait, pour résumer, ce que nous on montre, c'est une intensification du cycle de l'eau et de ses contrastes à mesure du réchauffement planétaire. Et pour beaucoup de régions, le fait de devoir anticiper une augmentation à la fois des saisons et des événements très humides et très secs, ce qui demande en fait vraiment une réflexion complexe sur l'anticipation par rapport à la gestion de l'eau. Et c'est des phénomènes qui sont très contre-intuitifs. Alors là, je parle de mémoire, mais par exemple, le Nil va plutôt avoir un débit qui risque d'augmenter, alors que l'Indus risque de voir un débit qui s'effondre. Donc c'est très difficile aussi en anticipation de savoir quels sont les fleuves qui vont plutôt être bénéficiaires. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas fait de réponse générique. Mais effectivement, il faut anticiper. Donc pour toutes les infrastructures, toutes les villes qui sont situées le long de ces cours d'eau, l'augmentation des risques, si on a des possibilités d'augmentation de débit maximum, c'est vraiment le risque d'inondation par débordement de fleuves. Et d'autre part, dans les situations de pénurie d'eau, la gestion de l'eau adaptée pour pouvoir assurer ne serait-ce que la pérennité des écosystèmes aquatiques, dans un climat qui, dans certaines situations, conduira à des événements ou des saisons plus secs. Mais pardon, j'insiste là-dessus, mais par exemple, l'Indus, donc de mémoire, va voir son débit vraiment baisser de manière très très forte. Il y a des centaines de millions de personnes, de mémoire, en 2050, plus de 350 millions de personnes au Pakistan. Ça veut dire que ces zones-là, ils risquent de manquer cruellement d'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà. Et par exemple, du côté de la Chine, on a déjà vu des situations où on a des fleuves qui se tarissent avant d'arriver à la mer, notamment lorsqu'on a des situations particulièrement sèches, et puis une augmentation de l'utilisation de l'eau également. Et donc on le voit déjà, et c'est un enjeu considérable d'anticiper et d'avoir des stratégies de gestion de risque. Donc sur, par exemple, l'Europe, pour revenir plus près d'ici, donc on s'attend à des situations croissantes de pénurie d'eau, et c'est pas simplement les sécheresses agricoles, mais ça peut être, comme on a eu plusieurs années de suite pour le Rhin, ou bien dans la vallée du Pô,
donc un débit très faible en été, qui empêche la navigabilité de ces cours d'eau et qui affecte toute l'activité économique de l'ensemble du bassin versant. Donc c'est pas simplement l'eau pour les villes ou l'eau pour le refroidissement des infrastructures industrielles ou autres, ou énergétiques, ou l'eau pour l'irrigation, c'est aussi en fait l'activité économique qui en dépend profondément. Alors jusqu'à présent, on a parlé essentiellement de facteurs linéaires sur le climat. Or, à partir de certains seuils de réchauffement, on pourra atteindre des points de bascule, donc c'est-à-dire des niveaux à partir desquels des phénomènes globaux pourraient s'emballer et profondément modifier le climat de la planète. Alors vous êtes paléoclimatologue de formation. Est-ce que dans les 20 000 dernières années, on a vu comme ça des points de bascule, le climat changer de manière brutale ? Oui, ça fait partie de ce qui ponctue l'évolution passée du climat, avec deux types finalement d'effets de seuil. Moi, je ne dis pas toujours point de bascule, mais des effets de seuil. Donc, par exemple, lors des périodes glaciaires, on a eu des épisodes où la grande boucle de circulation de l'océan Atlantique Nord, enfin Atlantique, sa grande circulation de retournement, a été active ou quasiment interrompue. Et donc, ça a ponctué la variabilité passée du climat, y compris sur les continents voisins. On sait aussi, dans l'histoire de climats régionaux, que lorsqu'il y a eu, par exemple, des déplacements graduels des bandes de précipitations tropicales, en fait, quand cela a eu des conséquences parfois brutales pour les écosystèmes de certaines régions. Donc, il y a des effets de seuil qui vont jouer à grande échelle et d'autres qui vont être un effet chronique qui va dépasser finalement un seuil pour un écosystème dans une région donnée. Là, vous parlez notamment de la période du Sahara vert, c'est-à-dire... Par exemple, oui. Donc des épisodes de mousson plus ou moins intenses dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, liés aux variations lentes de l'orbite de la Terre, mais qui montrent aussi en fait des épisodes de modifications plus brutaux des écosystèmes dont on a des traces par l'étude des pollens ou des sédiments des lacs. Justement, aujourd'hui, donc, en atteignant certains niveaux de réchauffement, on pourrait atteindre des seuils. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas parler de points de bascule, mais des phénomènes qui pourraient amplifier la réponse climatique. Quel est notre niveau de connaissance sur ces points de bascule ? Pour la plupart du temps, c'est associé à un degré d'incertitude qui reste important, notamment parce qu'on se pose la question, puisqu'ils n'ont pas été observés, on n'a pas d'analogue direct avec les épisodes passés, on se pose toujours la question de l'adéquation des outils de modélisation qu'on a pour représenter ce type de processus. Et il n'y a pas une réponse univoque. Mais je dirais, au niveau de l'évolution du climat planétaire, la façon dont on a essayé dans les rapports du GIEC de présenter l'état des connaissances, c'est de dire, voilà, ça ne peut pas être exclu. Plus on choque le climat, plus on rentre dans des territoires inconnus, plus on a une possibilité de passer des effets de seuil et d'avoir des changements abrupts ou irréversibles. On ne peut pas dire en fait nécessairement avec quel niveau de réchauffement ou à quel horizon temporel ils pourraient se produire. On sait qu'ils sont physiquement plausibles, on sait que ça s'est produit dans le passé, et donc on présente nos connaissances sous forme de trames narratives. Par exemple, on a une confiance moyenne que la circulation méridienne de l'océan Atlantique ne va pas présenter de changement abrupt ce siècle. Elle va se ralentir, ça c'est ce qu'on attend. Et ensuite, on rajoute, si jamais elle s'effondrait, alors voilà ce qu'on peut en anticiper. Donc, oubliez le jour d'après, tout est faux. Ce serait un climat qui se réchauffe, avec une zone en dessous du Groenland qui se réchauffe un peu moins, un déplacement des rails de tempête qui conduira à un assèchement de l'Europe de l'Ouest, davantage d'accumulation dans l'océan équatorial de chaleur, donc une montée du niveau des mers plus rapide, par exemple du côté de la Floride, et un décalage des bandes de pluie tropicales, notamment en Afrique, en Amérique du Sud, avec des conséquences majeures sur les ressources en eau localement. Voilà, donc c'est une trame narrative. Et on a également utilisé ça par rapport à la réponse de l'Antarctique. Donc du côté de l'Antarctique, certains secteurs peuvent présenter un risque d'écoulement rapide si l'ancrage de la calotte sur le socle en dessous recule. Et donc, on a identifié plusieurs secteurs de l'Antarctique qui sont potentiellement instables. Donc, pour le décrire, moi, je dis que c'est un peu l'image d'une bouteille de champagne couchée. Donc, la glace, c'est le champagne. Elle peut s'écouler, en fait, si on enlève le bouchon de la bouteille. Et le bouchon de la bouteille, ça va être notamment les parties flottantes qui sont de la glace formée de neige ancienne, qui s'est écoulée et puis qui flotte au-dessus de l'océan
et peuvent être affectés soit par des événements chauds en surface de la fonte et des processus d'effondrement de bord, soit par l'océan plus chaud par en dessous qui va les amincir et faciliter leur fracturation. Donc, on a une confiance qui est vraiment incomplète dans ces processus d'instabilité. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, si ces processus potentiellement instables se déclenchent, construire une trame narrative de ce que pourrait être, de manière physiquement plausible, une vitesse et une ampleur maximum de montée du niveau de la mer. Et ça, on l'a même représenté sous forme de traits en pointillés dans les rapports du GIEC pour être sûr que cette information-là, elle soit visible, notamment pour les gestionnaires d'infrastructures critiques pour le littoral. Oui, justement, il y a effectivement une figure dans le rapport du GIEC où on voit que, selon les scénarios, en gros, le niveau des mers monte de 50 cm à 1 mètre. En fin de siècle. En fin de siècle, pardon. Sauf si, effectivement, la calotte de l'Antarctique de l'Ouest est déstabilisée. Enfin, c'est Groenland et plusieurs secteurs de l'Antarctique, c'est les deux, en fait. Mais justement, il y a des... Alors moi, je voulais savoir, parce que le premier volet du rapport du GIEC a été publié en 2021 sur la base d'études qui sont nécessairement plus anciennes, quelques années plus anciennes. Aujourd'hui, quand on écoute certains des meilleurs glaciologues du monde, je pense à Éric Rignot, par exemple, qui travaille à la NASA, eux ont la conviction qu'en fait, ces seuils-là ont été dépassés. Est-ce que les études récentes sont plus alarmistes que celles que vous avez pu évaluer Le comité scientifique de l'Antarctique a organisé une réunion qui n'avait pas eu lieu depuis 4 ans sur le risque d'instabilité de l'Antarctique à Trieste le mois dernier en Italie, où justement ça a permis de faire le point, y compris sur l'évaluation de savoir si ou pas on a passé des seuils d'instabilité dans certains secteurs. Pour l'instant, il n'y a pas consensus. Il est possible qu'on n'ait pas passé ces seuils encore, mais que rien que la persistance des conditions climatiques d'aujourd'hui pourrait conduire à le passer, mais on ne sait pas encore à quel horizon temporel. Donc, je fais vraiment référence aux travaux les plus récents qui ont été l'objet de multiples discussions. Et pour moi, en fait, ce que j'en retiens, c'est l'importance de faire avancer les connaissances pour mieux caractériser les conditions éventuelles d'instabilité, mieux représenter les processus, augmenter la confiance qu'on a dans les outils de modélisation. Et c'est vraiment pas simple, là, on parle de choses à l'interface entre l'atmosphère, la glace de mer, les plateformes flottantes, l'océan, avec des petites cavités de petite échelle. Donc on a besoin d'observer, de comprendre, de faire avancer nos outils de modélisation. On a besoin en fait de surveillance pour savoir comment détecter si ces seuils sont passés, parce que cela impliquera bien sûr à chaque fois des rythmes et des ampleurs différentes de montée du niveau de la mer. Et quand on regarde ce qu'on tire des climats chauds passés, notamment les moments où la calotte antarctique était plus réduite, à ce jour, en fait, ça nous permet d'avoir une confiance assez forte sur les projections de réponse de l'Antarctique à horizon de 2000 ou 10 000 ans, mais pas à l'échelle de 50 ans ou de quelques siècles. Et donc on est vraiment là à des frontières de connaissances. Donc ça laisse de la place à certains qui disent, sur cette base-là de ce que j'observe en accélération, moi je pense que on a passé ce seuil, mais d'autres, en observant d'autres indicateurs, n'ont pas cette conclusion-là. Vous voyez la difficulté. Quand on regarde, il y a un rapport de l'OCDE justement sur les points de bascule, les tipping points. Ils en listent une dizaine, une quinzaine. Moi, j'en ai même découvert. On a l'impression qu'il y en a dans la littérature de plus en plus. Nous, on a 2 tables. On a une table sur la partie physique du climat et une table sur le cycle du carbone aussi. Et je peux rebondir sur ce point-là, ce qui est important à creuser aussi. Ouais, allez-y. Par exemple, il y a 2 aspects qui peuvent jouer sur le cycle du carbone. Donc actuellement, l'océan, la végétation, les sols, leur réponse naturelle au fait qu'on ait rajouté du CO2 fait qu'ils absorbent en gros la moitié de nos émissions de gaz de CO2 chaque année. Et la proportion qu'ils absorbent est à peu près stable depuis 6 décennies. En climat futur, on s'attend à ce que plus on mette de CO2, plus ça dope la photosynthèse, plus il y en a qui rentrent dans l'océan, mais plus le climat change, plus l'océan est chaud, moins il va pouvoir rentrer d'énergie et de carbone parce qu'il se mélangera moins bien. Et avec des conditions plus chaudes, plus sèches dans certaines régions, ça va limiter la photosynthèse. Et donc, on s'attend à une perte d'efficacité, en gros, au-delà de 2 degrés des puits de carbone. Donc, en fait, une fraction plus grande de nos émissions qui restent dans l'atmosphère. Ensuite, on a les sols gelés de l'Arctique qui perdent à peu près 1/4 de leur surface sur 3 mètres d'épaisseur par degré de réchauffement. On arrive à peu près à estimer combien de CO2 ils peuvent sortir, mais pas complètement la fraction méthane. Donc, c'est une source d'incertitude importante. Et c'est maintenant abordé par les gens qui travaillent sur ce qu'on appelle le carbone des sols gelés,
sous forme de 9 narratifs possibles pour balayer à peu près l'état des connaissances. Vous voyez que ça reste incertain. C'est pas ça qui va déterminer le niveau de réchauffement à venir. C'est vraiment nos émissions, mais ça peut être un facteur amplificateur graduel en plus. Donc c'est pas un point de bascule, c'est pas la même chose. Et du côté des écosystèmes plus largement, les biologistes, eux, soulignent que c'est pas simplement une histoire de réchauffement. Il y a des processus biologiques, par exemple de mortalité d'arbres, de forêts fragilisées plus susceptibles à des ravageurs, à des pathogènes. Il y a l'effet des incendies de forêt qu'on ne prend pas parfaitement en compte, ou le dégel abrupt des sols gelés. Et donc, pour les spécialistes des écosystèmes, les biologistes, eux, ils pensent que en fait, la capacité à stocker du carbone pourrait être fragilisée pour des niveaux plus bas de réchauffement. Et un exemple, c'est du côté de la forêt amazonienne. Donc la forêt amazonienne, elle fait l'objet d'un climat qui va s'aridifier à mesure du réchauffement planétaire, mais aussi de pression locale d'exploitation qui la dégrade. Et c'est ces deux facteurs-là qui peuvent conduire à un point de bascule, où on passe d'une forêt primaire avec une capacité à recycler l'eau, stocker du carbone, vers une sorte de savane. Donc ça fait aussi partie de possibles points de bascule. C'est pas un effet planétaire majeur, mais localement, oui, très important. Alors, dans un entretien au Monde, la biogéographe sud-africaine Debra Roberts et le climatologue allemand Hans-Otto Portner, deux scientifiques coprésidents du groupe de travail 2 du GIEC, préviennent que nous ne sommes pas préparés aux impacts extrêmes ni aux surprises que nous réserve le dérèglement climatique. C'est intéressant, pourquoi est-ce qu'ils parlent de surprises ? Peut-être parce que finalement, beaucoup de personnes, y compris en regardant les rapports du GIEC, regardent les projections médianes et se disent, voilà, je vais me préparer à ça. Mais si je reprends le cas de la France, pour le climat des années 2020, en fait, il y a toute une plage d'événements qui peuvent se produire. Et par exemple, l'année record 2022, il y avait même 10% de chances d'avoir une année encore plus chaude en France pour le climat de la période actuelle. Et donc, l'enjeu, c'est de ne pas simplement regarder les projections médianes, mais de regarder ce que peut être la pire combinaison d'éventualités, en tenant compte de la variabilité naturelle quand elle joue dans le même sens que le réchauffement dû à l'influence humaine. Ce qu'on voit aussi, c'est par exemple les extrêmes chauds en Europe, en réalité s'intensifient à peu près 2 fois plus vite que dans les projections climatiques, ce qui pose des questions pour arriver à le comprendre. Ou bien l'occurrence des conditions chaudes et sèches propices à des incendies, maintenant, se produit avec une sévérité beaucoup plus grande que ce qui était attendu sur la base seule des projections climatiques moyennes. Et donc, du coup, cette notion de surprise, il n'y a pas que de la surprise, il y a le fait d'arriver à mobiliser l'état des connaissances pour anticiper ce que seront des événements inédits, donc c'est ça le côté surprise, dont on n'a pas le retour d'expérience, ou des successions d'événements, des événements cascades ou composites, dont on n'a pas fait l'expérience et pour lesquels on n'est pas prêt. Surtout quand on touche au vivant, où pour le coup c'est difficile de modéliser ce qui peut arriver. Avec des effets en cascade multiples, ouais, et via notamment ce qui se passe pour les écosystèmes et les implications pour les sociétés qui en dépendent. Notamment, par exemple, là, on a des vagues de chaleur extrêmement intenses en Méditerranée ou en Atlantique Nord. Quelles sont les implications pour les écosystèmes aquatiques ? Et en fait, il y a un temps d'étude qui est long pour comprendre, observer, faire le retour d'expérience. Voilà, et donc on a besoin de ce temps de retour aussi, qui est frustrant par rapport aux informations pertinentes pour, en réalité, au fur et à mesure, suivre l'état de la situation. Dernière question, vous avez rencontré des scientifiques du monde entier, vous avez beaucoup voyagé, vous avez rencontré aussi beaucoup de politiques, participé à des grands événements autour du climat. Quelle est la chose qui vous a le plus marqué justement dans votre expérience comme coprésidente du groupe 1 du GIEC ? Alors, la chose qui m'a le plus marqué, c'est l'intelligence collective, et notamment des scientifiques qui contribuent à la rédaction des rapports, l'émulation collective, le sentiment vraiment de responsabilité éthique, de fournir une information qui soit fiable, qui ne cache pas en fait tout le spectre des possibles, et l'interrogation sur la manière de le mieux communiquer. Ce que j'ai vu aussi, c'est une montée de l'appropriation de ces sujets, partout dans le monde et à différents niveaux, notamment à l'échelle des villes, dans le secteur des entreprises, ce qui n'était pas le cas avant. Et en même temps, ce qui me sidère toujours, c'est d'une part de voir la faible appropriation des enjeux par des décideurs qui ont des leviers d'action importants. Donc des gens intelligents qui suivent l'actualité de plein de domaines différents
et qui pourtant n'ont pas pris peut-être les 2 heures de leur temps qui seraient nécessaires pour vraiment se représenter ce qu'est le changement climatique et ses implications. La faiblesse des outils économiques en appui à la prise de décision, notamment sur la prise en compte des pertes, des dommages et des coûts liés au changement climatique. C'est assez affligeant de voir comment c'est intégré dans les outils économiques. Là, je pense qu'il y a vraiment besoin de faire avancer les choses. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est la difficulté de mettre en place des changements qui soient vraiment transformatifs. C'est-à-dire, on arrête avec les pratiques précédentes, on prend le temps de réfléchir et on met en place d'autres manières de prendre les décisions. Et ça reste extrêmement difficile. Il y a cette espèce d'inertie de la manière de voir l'aménagement du territoire, les activités favorables au développement économique. Et le fait à un moment donné se dire, voilà, on ne fait plus comme avant et on va prendre d'autres méthodes pour délibérer, pour agir en se projetant dans, réussir à être résilient à horizon 2050, être neutre en carbone à horizon 2050, ça demande de faire des choix importants, parfois radicaux. Et là, on voit qu'il y a une vraie difficulté à le mettre en œuvre. Oui, vous pensez que les chefs d'État, les ministres n'ont pas compris C'est à tous les niveaux, dans les réellement administrations publiques, dans les différents acteurs. Et puis l'autre chose, moi, qui me heurte, c'est aussi le cynisme. Et donc, on a aussi, en fait, maintenant, des rapports de force qui se durcissent entre ceux qui ont tout intérêt à conserver le statu quo pour en tirer les fruits économiques, en termes de rentabilité et tout le reste, mais qui est contraire à l'intérêt général. Et donc, on est vraiment sur des rapports de force qui se durcissent et avec des approches qui restent parfois extrêmement cyniques, avec toute une façade verte et puis derrière, en fait, des actions concrètes qui conduisent à verrouiller des émissions importantes de gaz à effet de serre. Et ça, c'est pour moi une des choses les plus difficiles. Valérie Masson-Delmotte, un grand merci d'être venue au micro du Greenwater Club. Merci.